Ça y est, je peux? C'est bon. Bon, je me présente. Moi, je suis un architecte de la promo 1986 à l'USTO Oran. Et comme tout architecte qui a terminé son diplôme, il se sent complètement vide. Donc, il va essayer d'aller compléter sa formation vers l'étranger, parce qu'on pense toujours que l'herbe est plus verte chez les autres. Alors, donc, j'ai eu l'occasion de faire une année à Paris-Villemain, une formation de certificat d'études approfondies en architecture, spécialisation c'était les salles de spectacle. Et puis j'ai eu l'occasion de partir à Montréal pour faire pour suivre des cours sur la réhabilitation, restauration, recyclage. Ok. Et donc je passe directement à la présentation. Cette définition n'est pas la mienne, donc mais je trouve que c'est la définition à la fois précise et large de ce que c'est que l'architecture. C'est-à-dire que l'architecture, c'est la volonté d'organiser un espace afin de répondre à un besoin d'usage. La principale expression de cette volonté est la structure qui elle-même découle de la nature des matériaux et de leur mise en œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que structure égale espace égale architecture. Et non pas structure simplement en tant qu'élément porteur. Dans structure, il y a à la fois structuration, organisation, et donc elle induit l'espace directement. C'est pour ça que dans les anciennes constructions comme Saint-Sophie, Notre-Dame de Paris, les grandes mosquées qu'on connaît, si tu enlèves un élément, le bâtiment s'écroule. Et chaque élément dicte directement. Maintenant, malheureusement, la structure est limitée à porter le bâtiment, et pour créer l'espace, on ramène plein d'emballages, plein de faux semblants, et ça donne des bâtiments qui n'ont pas de caractère, qui n'ont pas de puissance, et qui s'écroulent au cours du temps. C'est pour ça que tout l'emballage qui a été développé dans l'architecture moderne, très vite, il arrive à s'écrouler. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cette intervention architecture sans phare, avec D, c'est-à-dire sans phare à jour, sans maquillage. Et puis je passe à la notion du vernaculaire. Pourquoi le vernaculaire? Parce que, et vernaculaire, tout ce qui n'était pas destiné au marché, mais réservé à l'autoconsommation domestique. Même cas, c'est-à-dire qu'il n'est pas pollué par l'argent et le profit. Donc lorsque les gens construisaient en ZAR, en faisant de la touza et construisaient pour la communauté, ils ne faisaient pas de la promotion immobilière. Donc ils construisaient pour produire et reproduire en vivant. Donc le vernaculaire, pourquoi le vernaculaire? C'est là-bas où on peut tirer le plus grand enseignement pour pouvoir faire une architecture de notre temps qui a été complètement polluée par l'argent. On ne peut pas revenir en arrière, c'est la marche de l'histoire. Donc maintenant, il y a un problème où l'argent a dominé chaque espace du vivant, mais si on veut apprendre, c'est dans le vernaculaire qu'on trouve les meilleures leçons. Je passe à ce projet de 1995. Il est en Oran, dans une commune de Sidi Chahmi, où on avait utilisé la brique silico-calcaire avec l'OPGI, ça c'est un projet public, avec l'OPGI, on a utilisé la brique silico-calcaire. Vu que le CTC n'accepte pas, même si la brique elle est capable de porter, alors on a utilisé comme autoportante, on a accentué les joints horizontaux en effaçant les joints verticaux pour donner une certaine esthétique qui donne l'impression que le bâtiment est bien posé sur le sol. Ça, c'est des logements sociaux, c'était les programmes d'urgence, la période en plein terrorisme, c'était en 95. Hein. Ça, c'est ceux qui connaissent Oran, c'est la cathédrale. Suivant ce projet-là, la commune d'Oran nous a demandé d'aménager une galerie marchande. Et c'était un moyen de contourner en quelque sorte la réglementation du CTC, parce qu'ils n'acceptent pas qu'on construise avec ça. Ça a été inscrit comme un mobilier urbain. C'est toutes ces voûtes-là qu'on voit ici, cette galerie. Donc on a réutilisé la silico-calcaire, parce qu'on m'a appelé pour ça. Et moi j'ai profité pour expérimenter les techniques anciennes qui ont 3 ans d'existence. On n'a rien inventé. Mais je me posais toujours la question, si on prétend vouloir construire du moderne, on doit au moins assumer l'ancien. Donc si on ne peut pas assumer l'ancien, notre modernité est complètement factice.
Donc, j'ai utilisé des voûtes d'arête. Et en même temps, puisque les gens ne maîtrisaient pas la question, je profitais jamais de la marge de manœuvre. On a fait un dôme sphérique sur pendentif en triangle sphérique. Et on a utilisé une autre technique de dôme perse. Donc, et ça a été changé au fur et à mesure du projet. C'est-à-dire qu'on a voulu profiter pour tirer le maximum de cette expérience. Donc, voici les voûtes d'arête. La voûte d'arête est intéressante parce que cet arc-là, qui est sur la diagonale, ce n'est ni os de palier, ni un arc avec un sens, c'est une ellipse. C'est la géométrie qui l'impose. Donc l'ellipse, on ne peut pas la tracer manuellement avec un coup de crayon. Elle n'a pas de sens, elle a des foyers. Il y a une technique de traçage à la Moyen-Âge. Il fallait dicter aux ouvriers pour pouvoir tracer le cercle et le fabriquer et monter la voûte. Ça, c'est la coupole, le dôme sphérique sur pendentif en triangle sphérique. Le pendentif, c'est celui-là. C'est la triangulation qui emporte la coupole. Et c'est un montage sans coffrage. Avec un système de guide, on a un rayon de la coupole et un rayon de pose. Le rayon de la coupole, il est mobile. Le rayon de pose, il est fixe. Après, je vous explique dans votre projet. Ça a donné ça. Et ça, c'est des ouvriers qui ont fait ça pour la première fois, ils n'ont jamais. C'est-à-dire que parfois, on dit qu'il n'y a pas de manœuvre, en fait, il n'y a pas de chef d'orchestre. Mais les musiciens sont là. Ça, c'est la méthode perse. Ça, c'est la méthode byzantine, Byzance, qui a régné sur la Méditerranée. Et ça, c'est un dôme à tronche. Elle s'est écroulée plusieurs fois en faisant sur la construire. On ne maîtrisait pas la question théorique. Et puis petit à petit, on a réussi à en faire. Moi, je saute sur un autre projet, parce qu'à chaque projet, il faut trouver une méthode d'expérimentation. Là, on a utilisé de la maçonnerie de pierre. Cette maison-là, petite maison dans la prairie, on peut appeler ça comme ça, elle a coûté à l'époque, en 98, le coût d'une Clio. Ce qu'on appelle une Clio bonialienne. Donc, elle n'a pas coûté très cher. La tuile a été récupérée, tuile canal. Donc, elle est construite pour un porteur pierre à joint sec. Poteau et traverse en bois, les pales sont en bois, chevron triangulé et pose à la traditionnelle de la tuile canal. Hein. C'est pas maçonnerie de mortier. Donc, c'est vraiment le respect de la tradition. Donc, je parle de poteau et traverse, c'est pas poteau-poutre. Parce que nous, on confond, moi j'adore que les mots ont un sens et il faut être précis, parce que la terminologie, c'est déjà de l'organisation dans la tête. Donc on a le poteau en bois et la traverse. Si la poutre passait à côté du poteau comme ça, on pourrait parler poteau et poutre. Donc l'ossature en béton, c'est poteau et traverse, c'est pas poteau-poutre. Bon, ça c'est bon avec ma fille. Hein. Donc là, et même le poteau, il est posé sur un dé en béton. C'est pour éviter le pourrissement. Et la pose, elle maintient un petit joint pour que la pluie, lorsqu'elle rejaillissement de la pluie, elle n'arrive pas à atteindre le pied du poteau et le pourrir. Et la maçonnerie est un joint sec. Ça, c'est un croquis de conception d'une maison qui a été commandée par quelqu'un et qui m'a dit, bon, débrouille-toi à l'époque. Donc, il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Et puis, moi, c'est toujours comme ça. J'ai un client en face de moi, je lui demande de préciser ses besoins, quantitatifs et qualitatifs. En général, ils ne veulent pas. Et ils te disent, bon, tu es architecte, tu te débrouilles. Et c'est le mot qu'il ne faut pas dire. Hein, parce qu'une fois qu'ils baissent la garde, il faut marquer le but. Hein, donc, il ne faut pas attendre. Hein. Ça, c'est les plans de la maison. Elle a été construite au même titre que la petite baraque à côté. C'était la même année, la même pierre, de la même carrière. Donc c'est un plan simple, plan structure. Qu'est-ce que ça veut dire plan structure? C'est-à-dire que la structure crée l'espace directement. Alors, tous ces éléments structureux qu'on voit ici, les espaces sont définis. Ça, c'est des murs porteurs, murs de refond, murs périphériques, tout est porteur, donc tout est structurel et tout est égal espace. Je fais vite parce que y a des choses à voir. Ça. Ok. Ça, c'est le premier étage en pierre porteuse. Premier étage. Ça, c'est le deuxième en pierre porteuse chaînée, toujours. Ça, c'est la façade. Elle ne paye pas de mine, on ne comprend pas, parce que souvent, les architectes,
Ah, d'accord, ça. Souvent, les architectes donnent beaucoup d'importance au rendu du dessin. Or, le dessin n'est qu'un moyen pour atteindre l'objectif d'architecture et répondre, disons, aux besoins des vivants. Donc, cette façade-là, elle est là. Ça, c'est le chantier. D'ailleurs, on voit le maçon Bouamana, tu vois, qui construit. Et puis, les gens qui étaient là autour se marrent et disaient, purée, c'est archaïque, c'est maghreb, c'est des européens. Qu'est-ce que vous faites là, la modernité et tout le discours, tu vois, de l'aliénation. Donc, ça, c'est le chantier. On voit la maçonnerie de pierre, les chaînages qui sont coulés au fur et à mesure. À chaque 60 cm, on coule du béton. Le chaînage, il est de 10 par 10, le câble de 10 par 10, pas plus. Il sert que comme une ceinture qui maintient, disons, le travail dynamique au cas où il y a incise. Parce que la maçonnerie travaille très bien à la compression. Ça, c'est des balcons en béton qui ont été bardés en bois, qui sont en fin de compte derrière, c'est des jardinières. On peut planter même des citronniers, tout ça en fin de compte. La maison avance. Ça, la maison n'est pas encore terminée, mais le jardin est déjà fait. Il a déjà poussé avant l'arrivée de l'utilisateur. Ça, c'est la piscine. Quelques années après, on a ajouté cette pergola parce que c'est orienté sud-ouest de Londres, donc pour avoir de l'ombre. Tous les meubles et toute cette pergola, tout a été dessiné, fabriqué par des artisans très très simples. La piscine, et puis là, la maison terminée. Donc l'inspiration pour les gens qui connaissent l'architecture, c'est clair, hein, c'est du Frank Lloyd. Donc ça a été... ça, c'est les intérieurs. La cheminée est autoportante à double façade. Elle fonctionne sérieusement, c'est la vraie cheminée. L'éclairage digital. Les escaliers sont construits en encorbellement. C'est-à-dire qu'on a fabriqué un mur pour la marche et le contre-marche, et on montait l'escalier au fur et à mesure pour monter le mur de refond. Donc c'est un escalier en encorbellement et techniquement conscient, c'est-à-dire qu'on n'a rien inventé. En fait, pour la création, ce n'est que la réinterprétation de ce que les aïeux nous ont laissé. Mais la réinterprétation dans un lieu différent, pour un besoin différent, donne l'illusion que c'est nouveau. Mais c'est nouveau que pour les novices. Ceux qui sont regardés, c'est toujours, ça plonge ses racines dans l'histoire. Ça, c'est la cuisine, bon, c'est pas mis avec les couleurs. Là, on sort complètement du canal. Là, c'est un autre projet qui a été commandé par un privé. Ça, c'est un projet, une anecdote. La dernière campagne de Fernand Pouillon, elle a fait, Catherine Sahel, elle a fait un exposé en Rouen. Et puis, je lui ai montré ce projet-là, elle m'a dit, mais c'est pas, je ne reconnais pas le projet de mon mari, de Fernand Pouillon. J'ai dit, non, c'est pas ton mari, c'est moi qui l'ai fait. Et ça a été un hommage à la fois à Fernand Pouillon et à Hassan Fethi. Donc ça, c'est un projet en maçonnerie, hein, il n'y a pas de béton là-dedans, hein, il n'y a que de la maçonnerie. Bon, ces ajouts, ça c'est le proprio qui a ajouté ces balustrades qui ne correspondent pas du tout au mur. Il fallait un mur blanc avec un glacis, ça aurait suffi. Cette couleur bleue aussi, pour rappeler la mer, et la mer était juste en face. Donc, pour ça, on n'y peut rien, la vie transforme ce qu'on fait. Là, on a essayé des dômes en émergence avec des lucas, des voûtes placettes en guise d'alcôve, et on a fait des dômes écrasés sur pendentifs. Donc là aussi, on s'est amusé à faire plusieurs méthodes. Là, on passe à une autre expérience où on a utilisé un matériau qui est frappé d'une fatwa sociale, c'est-à-dire qu'il est considéré comme quelque chose de pauvre, le rattrapage du niveau au mur cyclopéen. Nous, on a utilisé le mur cyclopéen en tant que structure. On a intégré le béton ici, des trumeaux en béton. On a utilisé un plancher à travers composé avec des poutres principales composées bois et métal et des poutres secondaires en bois. Et un sous-sol avec un dôme et tout ça. Et je n'osais pas lui dire que cette texture-là, on va la garder. J'ai dit après, on va faire des enduits, t'inquiète. Mais on a fait, une fois la maison est terminée, on a apprécié la puissance qui est dégagée par la vérité de son ouvrage. On prend une cheminée centrale en béton. Ça, c'est les ouvriers, très jeunes.
et qui sont valorisés à travers ce travail-là. Ils sont heureux de faire ce type de travail-là. Donc, ça, c'était des étudiants qui visitaient le chantier. Et ça donne ça. Et en fait, quand on a gardé la texture comme ça, et la maison a bien vieilli. À l'époque, je ne connaissais pas une technique qui rend encore plus expressif la pierre. Il suffit de faire un mortier à base de bouse de vache, de l'étaler sur le mur, et une fois le chantier terminé, tu laves ce mur-là, tu as la formation de ce qu'on appelle du lichen. Donc la maison, en plus de sa puissance, elle gagne un âge. Elle aura 200 ans, 300 ans du jour au lendemain. Ça, c'est une technique qu'on a expérimentée ailleurs. Là, une autre expérience, mur porteur, tenez-vous bien, avec la brique creuse de 9 trous. Elle fait 9 par 9 par 19. Elle était toujours utilisée pour les puits. Les briques hessiennes. Vous voyez, c'est une brique capable de porter, malgré qu'elle est creuse. Donc on a fait un sous-bassement et un sous-sol en cyclopéen, avec tout le sous-sol est couvert en voûte de briques, et on a monté des murs en briques creuses, les planchers à traversins en bois, la charpente en bois, la tuile posée romaine, cette fois-ci c'est pas la canale, parce qu'il y a une différence. Là on voit la voûte du garage, en briques, la ronde, la charpente. Pour la charpente aussi, ici il y a ce qu'on appelle l'arbalétrier. L'arbalétrier, il était assez long, donc il n'y avait pas sur le marché la longueur qui se vend simplement, donc on était obligé de composer cet arbalétrier en planche boulonnée. C'est du lamelé boulonné, l'ancêtre du lamelé collé. Parce qu'on utilisait dans le 19e siècle le lamelé cloué. Donc on voit les boulons ici en quinconce, et on a fabriqué ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de matériaux disponibles, on pouvait toujours dépasser ça par, bien sûr, en puisant dans l'histoire et la culture de la construction. Donc cette charpente, elle est faite, à la différence de la petite maison de la prairie, c'était une charpente à panne, chevron triangulaire. Celle-là, c'est ferme, classique, panne, échantillon. Dans les pièces, c'est des échantillons, chevrons, lipo et tout le tralala. Donc, et pour moi, c'était un exercice. Donc, ce que j'ai appris en théorie, je l'applique, comme ça, je pourrais le transmettre par la suite. On voit le plancher à traversin, et on voit au niveau de ces murs-là, quelqu'un qui a de la connaissance, il comprend tout de suite que c'est un mur porteur. Parce qu'on a Pandres, Boutis. Et parpaing, les gens confondent, ils pensent que le parpaing, c'est le fameux bloc de béton gris. Or, quel est le parpaing? C'est lorsque l'élément de maçonnerie traverse tout le mur. On l'appelle parpaing, c'est ça l'origine du parpaing. Arc brisé, porteur. Et chaînage, on voit le chaînage horizontal. On voit ici le chaînage horizontal. C'est pour les histoires de séisme, donc il faut intervenir le chaînage. Escalier recourbellement inscrit dans le mur. La maison terminée comme ça, tout simplement. Une maison provinciale. Donc vous voyez que le style change d'une expérience à une autre. C'est toujours dans le souci d'expérimentation. Quelques années après, le propriétaire l'a transformé en station pour pompiers. Tu vois, ça donne. C'est bien de voir les bâtiments comment ils évoluent. À discuter l'expérience, on a utilisé l'ossature en bois en tant qu'élément fondamental de la construction. Et à ce moment-là, on a fait poteaux qui moisent la poutre, et là, on a affaire à des poteaux-poutres. Là, c'est poteaux-poutres en rond. Et la charpente, elle est différente. On a utilisé une charpente à chevron, avec une couverture à tasson ou bien à baguette, des plans pliés qu'il fallait tout dessiner, faire plier ça chez quelqu'un qui a la machine pour plier, etc. Et on a monté ça avec des assemblages bien sûr anciens. Ça c'est le poteau qui moise et la poutre qui traverse, boulonné, posé sur des dés.
Les dés sont exagérés parce que normalement, lorsqu'on est à l'intérieur, on peut se limiter à un dé de 10 cm. Mais ici, on l'a augmenté parce que pour gagner sur la hauteur du poteau. Donc on a rattrapé avec ça. Et on voit la charpente à chevron. C'est comme Notre-Dame de Paris, c'est une charpente à fermette. Et je vais vous montrer le cas où on a utilisé la charpente à fermette et non pas à ferme. Ça, c'est une charpente à chevron. Avec, bon, ça c'est la cheminée toujours, le plaisir du feu. Ça, c'est pas un arc de décoration, c'est un arc qui décharge le linteau, pour reporter les charges sur les murs, les trumeaux de chaque côté en maçonnerie. Parce que l'ouverture était grande, donc on a introduit un arc. Et puis on s'est amusé avec les couleurs cette fois-ci, parce qu'à chaque fois, parfois on utilise du bois brut, parfois on donne des teintes d'accord pour voir quelle expression changera. Et là, tous les bouts des éléments de chevron sont protégés par un temps, parce que la pluie qui souhaite ici, si on ne protège pas ça, ça va développer la pourriture. Ça, c'est le hammam. Il y a une anecdote, parce que là, si vous regardez bien, c'est ça le pendentif en triangle sphérique. Le triangle sphérique, il a une tête légèrement différente à la coupole. Les ouvriers qui travaillent là-dessus arrivent à ce niveau-là, à chaque fois qu'ils posaient de la maçonnerie, elle s'écroulait. On m'appelle, on me dit qu'elle ne tient pas. On a eu l'habitude de la monter, elle tient. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La pierre, c'est le mortier, ça ne va pas. Et en fait, ils avaient oublié, ils ont utilisé le guide qui correspond au rayon de la coupole, et ils ont oublié le guide de pose qui est fixe et qui change par rapport au rayon de la coupole de 10 à 15 degrés. Si tu installes pas ce guide-là, la coupole s'écroule. Donc, bon, j'ai compris, je leur ai dit, bon, corrigez votre affaire, vous avez oublié le guide. Elle a été nominée au prix Al-Khal, cette maison-là. Ouais. Là, c'est une autre expérience. Quelqu'un qui a une maison existante, il n'a pas la vue sur mer, il voulait une extension pour avoir la vue sur mer. Parce qu'on ne connaissait pas la qualité de la structure de cette maison-là, donc on ne pouvait pas faire de la construction lourde. On a opté pour une structure en pont de bois, porteuse, et des fermettes en bois aussi. Ça c'est avant-après. Voici la structure. On voit ça chez les Américains beaucoup. Donc c'est des ponts de bois à base de chevrons. Ce n'est que des chevrons, à un rythme de 600, c'est-à-dire 60 cm, 600 mm. Parfois on a 12 chevrons, 4 chevrons, 12 chevrons, 4 chevrons, ainsi de suite. Et après on fait un contre-ventement. Ça c'est des contre-ventements pour éviter les déformations. Ça c'est les fermettes de 8 mètres de portée, 8 mètres 20 de portée. On a installé les fermettes. Et puis là, et ça a donné la fameuse vue sur mer pour le monsieur. Hein? Oui, généralement, je me fais payer, ne vous inquiétez pas. Ouais. Donc, ça a donné cette architecture, cette expression-là. Donc, ça, c'est une rénovation. On a pris une vieille maison coloniale, on a enlevé la tuile, on a ajouté un niveau de chambre, gagné le faux plafond, mais on avait un petit problème de la structure de la baraque. Ça, c'est les arbalétriers, les contrefiches, le poinçon, et ça, c'est l'entrée qui bloquait le passage. Donc, on devait couper l'entrée, reprendre la charge et rendre l'espace habitable. Et là, la reprise, on la voit ici, la reprise de structure. Et puis, on a libéré le pont. Bien sûr, on a ajouté le complexe d'isolation, parce qu'avant, il n'y avait pas d'isolation. Le faux plafond et le grenier jouaient le rôle d'isolation. Maintenant, il a fallu, dans le sens du rond-pont, installer le complexe, c'est-à-dire l'isolant, plus le pare-vapeur, plus le voligeage de finition.
Ça s'appelle blocher. Ça, c'est blocher, utilisé dans Notre-Dame de Paris. Le blocher, il sert à quoi? Nous, on a fait longtemps dans la tradition, c'est un blocher suspendu, et de l'autre côté, c'est un blocher posé. Le blocher permet d'éviter à la ferme de glisser, de faire des poussées sur le mur. Ça s'appelle blocher, vous pouvez vérifier. Le parquet, il est local, on l'a fabriqué localement, avec un menuisier. Là, ce blocher-là est posé sur la charpente. C'est le blocher opposé. Escalier en bois. Là, on s'est amusé à faire des escaliers sur votre rampante. C'est encore une fois. Et ici, on a fait une charpente à chevron pour couvrir la piscine. Technique américaine-canadienne. Et une fois la maison terminée, ça a donné ça. Ça, c'était un magasin où on a utilisé sa façade parce que chaque immeuble, on lui cassait son magasin. Il est en plein centre-ville. Donc, au lieu de faire forger, on a détourné le cailleboutier qui est utilisé pour l'élevage bovin en guise de façade. Et ça donnait ce genre de texture en transparence. Donc, c'est complètement transparent. Ça, c'est une maison qui a été rénovée à 90%, démolition de l'étage, extension, tout ce que vous voyez là, c'est un étage neuf. Et les fenêtres aussi, c'est du nouveau. On a l'impression qu'elle est colorée, mais elle a été vraiment travaillée, à 90%. Hein. Oui. Ça, c'est l'intérieur, la façade en briques de verre pour éclairer la salle de bain. Et ça donne bon, tout ça. Moi, je passe à un autre chantier, un chantier assez intéressant. Ça, c'est le début de son tracé. Les fouilles, on rigole. Semelle filante avec des murs de fondation et l'échaînage. Briques creuses et pierres porteuses de 9 trous. Cintre. Construction de la voûte. Avec intersection des deux voûtes. On voit ici l'intersection. On reprend la même chose de l'autre côté. On met des arcs entre eux. On commence, là on voit bien le guide, le rayon de la coupole avec le petit rayon de pause, on le voit ici. La voûte commence à monter, le dôme se termine, en pierre, et ça donne ça. Celle-là, elle a été dessinée brique par brique en 3D. C'est-à-dire qu'elle a été morcelée dans le dessin. Charpente à pattes d'araignée, à la manière de Richard Letran. Il aurait l'habitude de faire ça. Ça, c'est la finition qu'on donne avec les effets de spot pour l'éclairage. C'est une petite maison, mais il y a beaucoup d'effets de petits espaces sombres, écrasés, de la manière de Red. Donc ça donne à peu près ce genre de rondeau. مش كده معنا Bon, ça, c'est des petits aménagements dans des jardins avec des bassins à débordement. Par exemple, c'est un bassin de débordement, je traverse le bassin, je marche dessus. Les charpentes se forment en redescend, en bois. On a dessiné un meuble en acier qu'on a fabriqué pour aménager le petit truc là. Je m'explique. Ça, c'est le tracé d'un rond pour faire ce type d'escalier. En pierre, encore une fois. Ça, c'est une guérite forestière que j'ai construite pour les forestiers. Un café, ça c'est une terrasse pour café.
Ça, c'est le dojo d'aïkido. On a fabriqué un dojo pour un maître d'aïkido pour faire les trucs. Ça, c'est la charpente au-dessus de sa maison. Donc, on voit tout le montage de cette salle-là avec l'intérieur du dojo. Et c'est ça, c'est le format d'aïkido. Et ça, c'est la maison actuelle. C'est la première fois que j'utilise l'ossature en béton. Pour des raisons personnelles, je n'avais pas choisi cette maison-là, mais malheureusement, la personne que j'ai mandatée a mal foutu, et j'étais obligé de la reprendre. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Voilà. يعطيك الصحة سي عبد الحميد إن شاء الله. شفت الأستاذ ابتسام كمال نظام النجم اكستيريور لي جاردان لي هذاك واليوم سي عبد الحميد يعني تبارك الله لازم لنا دروس ممكن ان شاء الله يعطيك الصحه بارك الله فيك بزاف تفضل دكتور. C'est qu'on est le paysagisme. Le paysagiste, il est architecte. بدي بالك النقاش مفتوح ما كاين ولك سي عبد الحميد تفضلوا بدات نديروا هنا قاعد هنا مع فوالا هذا اساسا النيو هنا طلعوا ريح هنا وين؟ حتى باش تخلي فوالا ايه هنايا صح وصل. سي ميو كما فيديو هذيك بالمناسبه يعني نشكروا سبونسور تاعنا مش سبازا سبونسور سي سوتيان جروب سيكسيرا سي لو ليدر تاع لا سيراميك اون الجيري عندهم برودوي ان شاء الله اللي يحتاج كونسيلتاسيون تكنيك انا تيليشارجي J'ai accéléré pour eux. Ah, bien, bien. فوالا قبل ما نروحوا لابوز s'il y a des questions. C'est difficile. Des questions. Voilà, تفضل. Oui. Le bassin, la Guyane. Oui. 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 C'était en béton ou bien Oui, oui. C'était c'est ce qu'on appelle des poteaux champignons. Un poteau champignon et on voit que la plateforme, on voit pas le poteau. en maçonnerie? En béton, En béton. Et au sein du poteau, on insère les spots étanches, parce que le soir, lorsque tu allumes, encore une fois, l'effet du flottement est encore plus fort que la journée. Est-ce que je fais aussi finalement est-ce que vous êtes assisté par un ingénieur ingénieur génie civil? Non, pas du tout, pas du tout. Tout ce que je le fais tout seul, sans ingénieur. Pourquoi? Parce que quelle est la différence entre un architecte et un ingénieur? Lorsqu'il y a un ingénieur, il doit vérifier une structure. Elle doit exister. Comment elle fait pour qu'elle existe? En prédimensionnement et en forme géométrique. Comment elle fait? Comment on fait exister une structure avant que l'ingénieur vérifie? Ce n'est pas la vérification qui crée la structure. Donc, pour dessiner une structure, il faut se baser sur la culture historique de l'art de bâtir. Et devant ça, on est à égal avec l'ingénieur. Si on a plus de culture, on est capable d'inventer plus de structures. Si on a moins de culture, on se limite au pot tel que les ingénieurs le font. Voilà. J'espère que ça a été clair. C'est clair. Vous êtes mon maître, alors. Je me tais. Est-ce que on peut, pour un architecte, on peut calculer empiriquement les structures? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'à chaque fois que moi je veux utiliser, par exemple, une structure en bois, tu cherches, il faut connaître le bois aussi, il faut avoir la culture. Par exemple, nous, on a ce qu'on appelle bois rouge, c'est soit le pin sylvestre, soit le pin d'Oregon.
C'est ce qu'on achète en Algérie, c'est ce qu'on apprend. Le sapin blanc, le pain blanc, c'est le bois blanc. Alors tu vas maintenant l'internet, c'est plus facile. Avant, moi je cherchais dans des livres, j'appelais, il faut qu'ils m'envoient des projets, je me dépasse et tout ça. Maintenant avec internet, je trouve tout ça. Tu vas voir l'essence du monde, il a ses capacités en flexion, en compression et les capacités porteuses, jusqu'à quelle portée il peut faire. Une fois que tu as ces informations-là, il suffit d'exécuter ces connaissances-là, d'unité empirique, comme les gens ont construit les cathédrales, comme les gens ont construit Saint-Sophie. À l'époque, il n'y avait pas d'ingénieurs, il y avait des maîtres d'œuvre qui étaient essentiellement soit des charpentiers, soit des tailleurs de pierre. C'était les seuls qui étaient capables de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisaient la géométrie et la stéréotomie, c'est-à-dire la géométrie qui était appliquée à la paille et à l'épure, et c'est ces gens-là qui faisaient la maîtrise d'œuvre. L'architecte moderne n'existait pas. L'architecte moderne est une nouvelle émergence avec la division du travail, avec l'appauvrissement du travail, il faut le dire. Et après, on a pris l'architecture en sous-soleil, il y a l'architecte d'intérieur, il y a le paysager, on se retrouve en fait compte des gros spécialistes de quelque chose, de rien du tout. C'est-à-dire parce que le tout nous échappe. Donc, pour retrouver la vision du tout, il faut revenir à l'esprit ancien du Moyen-Âge pour devenir un maître d'œuvre qui maîtrise son projet. C'est comme si tu demandes à un cuisinier qui ne sait pas faire la différence entre un janvier et une carotte. Donc, dans l'architecture, on a ce problème-là. Les gens qui utilisent toujours les mêmes ingrédients, toujours les mêmes recettes, en espérant offrir des goûts différents. Donc, si on veut créer d'autres émotions, il faut changer d'ingrédients, il faut changer de recette et expérimenter et ne pas encore de l'échec, parce que notre même c'est l'échec. Et pour. Est-ce qu'il y a des questions là? Bon. Est-ce qu'il y a des questions là? Allez, j'apprends. Salam alaikum. Je me présente d'abord Vincent Marie, architecte installé à Ravel. Je demande la lutte actuellement direct à Ravel. Vous parlez de la logiciels, mais je suis heureusement que l'année dernière, elle nous offre ce moment-là, soit une semaine, on a commencé à écrire le code que vous êtes une découverte. C'est des mentions. Mais ça a vraiment, vous m'avez donné de l'espoir. Parce que malheureusement, en Algérie, en tant que jeune architecte, déjà je viens d'un période d'espoir. Mais quand on voit des choses comme ça, vraiment, c'est que les techniques, on a des expériences pareilles, je vais faire d'ailleurs, autrement, mais dans le même sens, disons. Alors, ça vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais certainement, on a un avenir à la mais il fallait faire d'autres rencontres. Je vais faire des détails, pourquoi pas, c'est des visites sur terrain, parce que l'architecture, généralement, on cherche à adapter, généralement, il faut vivre dedans et comprendre à peu près l'histoire. Et peut-être, j'ajoute un truc, vous êtes un peu chanceux d'avoir des clients qui acceptent de faire de tels projets, parce que généralement, c'est un peu difficile de convaincre les clients. Je dirais comment vous avez arrivé à convaincre vos clients, c'est-à-dire une telle sorte de projet. Merci beaucoup. Comme ça, encore une fois. En fin de compte, je ne suis pas un magicien, c'est-à-dire que comment convaincre? À chaque fois, je crois profondément au dialogue avec le vrai d'ouvrage. Celui qui a construit, c'est lui qui connaît ses besoins. Donc je lui demande d'exprimer ses besoins. Quantitativement parlant et qualitativement parlant. Quantitativement, parfois il arrive à répondre, et encore, c'est pas évident, parce que tu lui dis, tu veux une cuisine de 10 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés, tu ne peux pas voir la différence. Tu vois la différence. Et des fois, je lui dis, si tu es rentré dans une chambre et tu trouves ça magnifique, prends des mesures et dis-moi, je veux une chambre de telle dimension. Généralement, ils sont paresseux et ils ne peuvent pas répondre. Alors ils finissent par me dire le mot magique, débrouille-toi. Et lorsqu'il me dit ça, ça veut dire qu'il a baissé la grappe pour marquer le but. Et voilà, c'est ça la recette, il n'y a pas autre chose. Des questions. Il faut animer. Troisième question, puisque de toute façon البارحة درت لقاء مع الأستاذ اليوناني زدت لقاء البارح je vais publier في la chaîne j'ai plus de détails pour le bois أستاذ
comment traiter le bois pour qu'il résiste aux effets, à la termite et aux effets extérieurs nocifs? C'est une bonne question. Encore une fois, il faut connaître le matériau. Il faut connaître le matériau, il faut connaître la nature du matériau pour travailler avec lui et non pas contre lui. Et il faut toujours demander au matériau qu'est-ce qu'il peut faire. Donc tu lui fais faire ce qu'il veut faire. Pour jamais travailler à son endroit. Donc ça commence par la connaissance du matériau. Le bois, pour être protégé, déjà il faut 3 conditions. Humidité non stagnante, c'est important. Parce que l'humidité du bois ne lui pose aucun problème. Humidité non stagnante, ventilation et obscurité. S'il y a un manque de ventilation, obscurité, humidité stagnante, le bois pourrit. Ok? Donc, la mise en œuvre, lorsque tu conçois, par exemple, lorsque tu prends une poutre, tu l'embrasses dans un mur. Et si tu veux aller ton moteur au nord-ouest dans l'eau, il y a de la pluie, donc il y a obscurité, manque de ventilation et donc pourriture. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut mettre des courbons et poser le bois sur le courbon ventilé. Ok? Donc, lorsque tu évites, tu permets au moment de ventiler, de éclairer, et manque d'humidité stagnante, parce que c'est pas un problème. Déjà, ton bois est protégé. Déjà, il est protégé, il peut survivre. Après, le bois a tendance à changer de couleur par les ultraviolets du soleil. Il devient gris. Si tu veux accepter que cette grisaille fait partie de ton architecture, imagine que tu as une lumière, il y a des terres qui épousent cette grisaille, c'est pas grave. Tu le laisses isoler. Donc, si tu veux pas une maison, il y a des méthodes. On prend le du verre de juillet, ça y a des rasures anti-UV. À ce moment-là, on fait des rasures anti-UV, et donc c'est bien. Il faut faire confiance à la vie. صاحبتنا عنده قناة يوتيوب اللي كاين يحاول لنا الإصدار Vous m'avez parlé une fois d'une technique japonaise, on brûle le bois. C'est l'esprit là. Oui. Mais il y a une technique extraordinaire, il brûle le bois. Il y a une méthode de brûler le bois. Lorsqu'en surface, il y a la formation du carbone, alors le bois traversera des siècles. C'est une méthode extraordinaire. Il faut accepter sa texture noire. Il faut accepter, voilà. On peut le brosser avec une fois brûlé, on le brosse, et on peut lui donner notre tête. Mais moi, j'aime pas la triche. Une fois qu'il est comme ça, il est comme ça. Il faut un éternel, il faut accepter, et chacun a sa dignité. Des questions? Technique japonaise. Laisse poser une question. Il faut poser une question, frère. Si on quand même Salam. Là, je suis architecte. Beaucoup ce que ça a été fait. Et la question, c'est par rapport à la réalisation de ces constructions. Moi, l'importance de voir, c'était des constructions qui sont chères, mais je n'ai pas l'impression que c'est des questions de construction qui sont économiques. Si on a comparativement les constructions classiques, contemporaines, est-ce qu'il y a un vrai écart de prix? Et surtout dans l'entretien, c'est vraiment le temps. On va dire, est-ce que c'est des constructions qui ont beaucoup d'entretien et est-ce que c'est pas un gouffre financier pour les propriétaires? C'est bon. Ça dépend de quelle notion du coût on parle. Soit le coût de l'immédiateté, ou bien le coût de la construction, de la vie du bâtiment et de son recyclage. Si c'est à ce niveau-là, c'est pas parce que le gars c'est une bonne manière, mais c'est des bâtiments qui durent très longtemps. La pierre, elle peut vieillir extraordinairement. Le bois, si tu respectes certaines conditions, il peut traverser aussi des siècles sans problème. Il faut pas oublier que Venise, ses fondations sont en bois. C'est mieux son bois. Vous pouvez vérifier sur Internet. C'est mieux son bois. Pourquoi ils ne glissent pas dans l'eau? Parce que les prédateurs n'ont pas de scaphandre. Donc ils ne peuvent pas plonger. Ok? Parce que l'aération, les termites et tout ça, ils ont besoin d'oxygène et de donc, et puis aussi, dans les cours, il n'y a que la bêtise qui coûte cher. C'est-à-dire un bâtiment mal conçu, il coûtera cher non seulement au moulin sur sa santé,
et pour les générations futures et pour l'environnement. À chaque fois que tu passes, ça travaille. Parce qu'il est là pour nous emmerder toute la vie, tu vois. Vous m'excusez de le faire. Mais bon, donc, quelque chose de bien réfléchi, et si tu as utilisé des matériaux V1 et qui ont de la tradition, par exemple, les coupons, ils ont 3 000 ans d'existence. Donc, on ne peut pas remettre en cause 3 000 ans d'existence. Il y a eu des gens de la CGC, ils me disent c'est pas anti-sismique. Puis ils me disent ça suffit, il est là en Turquie, le fascisme, elle est là, elle a tout fait de monter. Pierre de Marais, son repas, elle est là en train de regarder. Donc arrêtez de raconter de toi. C'est toi qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Donc ça c'est pas du faisabilité. Maintenant le coût, donc les maisons de pierre, on va payer à la banque 12 000 des maisons à côté du prix du milieu. On va payer 12 000 dinars, monsieur le montant de 20 ans. Imagine, 10 ans, les tournois de 10 semis à 12 millions de dollars. De la pierre est très très important. Donc, la même chose, on va utiliser dans le brique, c'est rien du tout. Qu'est-ce qui coûte chez nous? C'est l'acier. L'acier est cher. Il passe son compte à monter. Bon, le ciment, maintenant, on arrive à réguler plus ou moins. On sent que 8 dinars, maintenant, on est à 400, 450, on peut trouver le sac de ciment. Mais quand même, l'acier reste 2 euros. Et puis il y a le coût des énergies, une maison bien confuse, respirer. Une dernière chose, si vous avez eu l'occasion je suppose, de revisiter vos réalisations, comment on analyse? Ah oui, à chaque fois que je le fais, je reviens pour le gars qui a un en rouge, par exemple l'acceptation jusqu'au bout, en mise en cause du projet. Dans l'envie, tu peux pas les comparer, on n'a jamais raison, on a toujours tort, il y a toujours raison, il y a toujours raison. C'est de faire beau faire, tu mets tes crimes, tu mets ton âme dans la chose, et on peut te comparer, on met des femmes qui te laissent tomber, c'est tout là, c'est pas grave. Parce qu'il y a une discussion qui dit que l'architecte ne revient jamais sur le lieu du crime. Ah, il revient. Franchement, c'est la conscience tranquille. Il revient. Il revient, ouais. Avec ça, c'est bien. Généralement, أغلبية المدرسين المدرسة est-ce que le mytho algérien, il y a un autre cas, pas satisfait. Le cadre de l'Italie, le logement, l'espace public, la taille, les architectes, comme je m'adore. نسقطها في لغه إرادة للقوات الجديدة. هذا بعض كبير من المسؤولية. جدا الارشيتكتور تاع سامحوني لها magicien. C'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur. C'est un travail qui est un peu massier. Cette conférence, c'est pour expérience. Et surtout que nous sommes maintenant réduits à un âge de réel dans le bon sens. Et là, vous avez réel dans le bon sens. Nous avons prendre des exemples devant nous sur des architectures vernaculaires des siècles. Et on a tout le temps de ça, c'est un appel pour regarder l'évidence. Travail très édifiant. Ce qui est demandé maintenant, c'est le partage. Partager cette expérience. Je partage, je publie, je partage. Si vous prenez avant de venir ici, C'est ça. et je souhaiterais que ces expériences se multiplient. Parce que les gens sont essentiellement ici. Donc, Avec ça. إلى اقتراح une gestion, soit le conférencier, l'architecte, soit même la fondation, Question. l'organisateur maritime. Ok, monsieur. L'organisation des salons des futurs Inch'Allah. C'est l'organisation. Ça s'est très bien passé avec ça. Je vais te dire ça. C'est ébloui, hein. C'était ébloui. لكن
على الاستيلاء. إذا ما كانش Et en général, il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a que de mauvaises réponses. Donc, posez ce que vous voulez. Non, posez ce que vous voulez. Mais cherchez une réponse visuelle. Pas un coup. Mes enfants, excusez. Je vous raconte une anecdote. À chaque fois qu'on va avoir des architectes stars, mais étrangers. Par exemple, chez nous, Jean-Paul 15 ans, que tout le monde connaît, a construit une université d'Oran. Il avait fait un escalier sur voûte brisée. Ok? Donc, quelques années après, lorsque les Algériens ont voulu faire la poutre brisée, ils ont ajouté au niveau de la brisure un poteau. Malgré que les escaliers existaient, toute l'université était construite avec ces escaliers brisés. Il y en avait des trentaines. Je leur ai posé la question, mais pourquoi vous voyez bien, vous ne savez pas? C'est un japonais. C'est-à-dire que nous, à la limite, on n'est pas des enfants de 9 mois. C'est un mépris, auto-mépris terrible. Alors, on a toujours Assad, les gens de la génération d'Assad ou Belloubé. Assad, il avait dit, il faut moi que je t'ai un allemand, diplôme, un allemand pas. Oui, voilà, il y a une école. Tu vois? Mais c'est à ce moment-là qu'il y a des gens là-dedans. Ok? Donc c'est la même chose. Là, je suis architecte algérien. Un boulot, un gawéj, il dit, ah, mais c'est toi le boulot qui fait du travail, il y a qui m'a dit, ah oui, je suis boulot, là, avec des boulots pour des boulots. Ça vous va comme ça? Il faut écrire, on se décomplexer. Une dernière question, je n'ai il y a des étudiants, je suis enseignant, les gens sont éblouis par. C'est bon? Je vais pas voir, c'est clair, je crois. Une question pour les étudiants, là, on a tous appris, les gens sont éblouis par l'architecture de certains architectes célèbres. Comment célèbres? Bon, il y a plusieurs raisons derrière. Que pensez-vous de l'architecture de Zaha Hadid, par exemple? Une telle l'architecture pareille. Alors, j'ai eu la chance de visiter le chantier de Rabat de Zaha Hadid. Alors, lorsqu'on voit la structure de l'opéra de Rabat, c'est une structure orthogonale, et une fois qu'on a installé la volumétrie, c'est un reptile, c'est un lézard. Ok? Il y avait un Français qui s'occupait de la réalisation. Il m'a dit textuellement, il m'a dit qu'elle s'est payée une belle roue et elle nous a laissé dans le mer. C'est-à-dire son projet est tiré par les cheveux. C'est-à-dire qu'elle, en tant que star, elle fait un coup de crayon, il y a une armée d'ingénieurs, une armée d'entreprises qui vont le faire. L'objectif, c'est quoi? C'est la finance. C'est nourrir le système financier. Donc ces projets de stars, ils sont là pour nourrir le système financier et pour complexer les bouillons privés pour contribuer à un argent maintenant. Donc il faut se décomplexer par rapport à ça. Ça fait que l'architecture relativement des gens qui construisent pour le vivant, c'est comme les abeilles sont pas obligés de travailler, ils ne travaillent pas, ils œuvrent, ils font œuvrer pour le monde et pour Dieu et pour la vie. C'est ça la vraie architecture, le reste c'est du cause. يعطيك الصحة. شكرا جزيلا. طبعا انا التدخل تاعي كان تمهيد للاستاذ، يعني انا تلميذه يعني كي يشوفونا نخشع. يعطيك الصحة استاذ، وبارك الله في ربي يبارك فيكم المشاركين، وشكرا للحضور على بارك الله. تفضلوا يعني مسجله ونحطوها في اليوتيوب ان شاء الله. يعطيكم الصحة.